Le jour où j'ai découvert la vérité, le ciel de Saint-Germain-en-Laye était d'un bleu parfait. Je m'en souviens parce que j'avais pensé que c'était une journée trop belle pour être brisée. J'étais Céline Mercier, 37 ans, cadre supérieur respecté chez l'entreprise Élégance, mariée depuis 8 ans à Mathieu, un architecte que tout le monde admirait. Nous formions ce que les gens appellent le couple parfait. Du moins, c'est ce que je croyais. Je veux vous raconter comment ma vie s'est effondrée et comment, des cendres de mon mariage, j'ai construit quelque chose de plus puissant que tout ce que j'aurais pu imaginer. Mon histoire n'est pas facile à raconter, mais elle mérite d'être entendue. Le Manoir des Roses, c'était le nom que j'avais donné à notre maison. Une propriété magnifique aux volets bleus et aux murs de pierre, entourée d'un jardin que j'entretenais moi-même le week-end. Cette maison représentait tout pour moi. Je l'avais achetée avec mes économies, après des années de travail acharné. Mathieu avait insisté pour que je sois l'unique propriétaire, un geste que j'avais trouvé romantique à l'époque. « C'est ton accomplissement, ton rêve », m'avait-il dit avec ce sourire qui faisait toujours battre mon cœur plus vite. Si j'avais su que ce n'était qu'un calcul, ma mère, Sylvie Lefebvre, vivait à 10 minutes de chez nous, dans la résidence Les Chênes, avec ma tante Isabelle. Elles avaient toujours été proches, trop proches, comme je l'ai découvert plus tard. Ma relation avec ma mère n'avait jamais été simple. Elle était belle, charismatique, mais aussi narcissique. Enfant, j'avais toujours eu l'impression de vivre dans son ombre, de n'être jamais assez pour mériter son approbation complète. Quand j'ai présenté Mathieu à ma famille, j'ai remarqué comment les yeux de ma mère s'étaient attardés sur lui un peu trop longtemps. Mais j'ai ignoré ce sentiment. Après tout, qui pourrait imaginer que sa propre mère? Ce jour-là, je rentrais plus tôt du travail. J'avais terminé une présentation importante et mon patron, Antoine Lambert, m'avait donné mon après-midi. « Tu as travaillé comme une acharnée ces dernières semaines, Céline. Rentre chez toi, profite de ton mari. » Oh, l'ironie de ces mots résonne encore dans ma tête. J'ai décidé de surprendre Mathieu. Peut-être pourrions-nous déjeuner ensemble sur la terrasse, profiter du soleil. Je n'avais pas prévenu de mon retour, la première d'une série de coïncidences qui ont fait éclater la vérité. En approchant du Manoir des Roses, j'ai remarqué une voiture que je connaissais bien, celle de ma mère, une Mercedes gris métallisée qu'elle conduisait avec fierté. Elle doit être venue me voir, ai-je pensé. Mais pourquoi ne pas m'avoir appelé? Et pourquoi aujourd'hui, alors qu'elle savait que j'étais normalement au bureau? J'ai garé ma voiture un peu plus loin et je suis entrée sans faire de bruit. Notre maison était silencieuse, mais pas vide. Des murmures provenaient de notre chambre à l'étage. Je suis montée lentement, chaque marche semblant plus haute que la précédente. Les voix devenaient plus claires, celle de Mathieu, puis un rire que je connaissais depuis toujours, ma mère. La porte de notre chambre était entr'ouverte. Ce que j'ai vu à travers cette fente a changé ma vie pour toujours. Mon mari et ma mère, dans notre lit, le lit que j'avais choisi avec tant de soin lorsque nous avions emménagé, ils ne m'ont pas entendu. Je suis restée là, pétrifiée, incapable de bouger, de respirer, de comprendre. Les mots qu'ils échangeaient m'ont frappée comme des gifles. « Céline ne se doute de rien », disait Mathieu en caressant les cheveux de ma mère. « Elle est tellement préoccupée par son travail qu'elle ne remarque même pas quand je m'absente. »« Ma fille a toujours été naïve », répondait Sylvie avec ce ton condescendant que je connaissais si bien. Tellement concentrée sur sa carrière qu'elle en oublie ce qui compte vraiment, garder son homme heureux. Ils ont ri ensemble, complices dans leur trahison. J'ai reculé, silencieusement, comme un automate. Je suis sortie de la maison sans qu'ils ne m'entendent. Dans ma voiture, j'ai pleuré jusqu'à ce que mes yeux brûlent, jusqu'à ce que ma gorge soit si serrée que respirer devenait douloureux. Ce n'était que le début. Ce que je ne savais pas encore, c'est que cette trahison était plus profonde, plus complexe que je ne pouvais l'imaginer. Ma tante Isabelle faisait aussi partie de cette équation perverse, et leur plan ne se limitait pas à tromper mon cœur. Ils voulaient aussi me prendre ma maison, mes biens, tout ce que j'avais construit. Je me souviens d'être restée assise dans ma voiture pendant des heures, à regarder le Manoir des Roses de loin, cette maison qui représentait tout mon travail, tous mes sacrifices. J'ai vu ma mère partir, son visage rayonnant d'un bonheur qui me donnait maintenant la nausée. J'ai vu Mathieu sur le pas de la porte, lui envoyant un baiser d'adieu. Dans notre maison, sur notre seuil, cette nuit-là, je ne suis pas rentrée. J'ai appelé mon amie Élodie Dupont, avocate de profession, amie de cœur. Je lui ai tout raconté, la voix tremblante, les larmes coulant sans interruption. Elle m'a accueillie chez elle.
m'a écoutée, m'a tenue dans ses bras quand les sanglots devenaient trop violents. « Tu ne peux pas laisser passer ça, Céline », m'a-t-elle dit avec cette détermination qui la caractérisait. « Mais tu ne dois pas agir sur un coup de tête. Il faut planifier, réfléchir. » Cette nuit-là, alors que l'insomnie me tenait éveillée sur le canapé d'Élodie, j'ai pris une décision. Je ne serai pas seulement une victime. Je serai l'architecte d'une justice que personne n'oublierait. Les jours suivants ont été les plus difficiles de ma vie. J'ai dû retourner à la maison, prétendre que tout allait bien, regarder Mathieu dans les yeux, accepter ses baisers, sourire quand il me demandait comment s'était passée ma journée. J'ai dû appeler ma mère, écouter ses conseils sur comment être une meilleure épouse, alors que chaque mot qu'elle prononçait était comme un couteau dans mon cœur. Mais pendant que je jouais ce rôle, j'observais, j'écoutais, je collectais des informations. Et ce que j'ai découvert m'a glacé le sang. Les rencontres ne se limitaient pas à ma mère. Ma tante Isabelle était aussi impliquée, parfois séparément, parfois ensemble. Et au-delà de l'infidélité, il y avait ce plan sinistre concernant ma maison. J'ai engagé Jean-Pierre Moreau, un ancien détective privé recommandé par Élodie. Discret, efficace, il a confirmé mes pires craintes et en a découvert de nouvelles. Des documents falsifiés, des conversations enregistrées où il parlait de me pousser à bout pour que je quitte la maison volontairement. Des projets pour l'avenir où je n'existais plus. C'est là que j'ai compris que ma vengeance devait être à la hauteur de leur trahison, pas seulement pour moi, mais pour toutes les personnes qui ont été trahies par ceux en qui elles avaient le plus confiance. Vous vous demandez peut-être qui je suis, d'où je viens. Pourquoi vous racontez cette histoire si douloureuse? Je m'appelle Céline Mercier, et cette histoire est la mienne. Je la partage sur Histoires à entendre, parce que je veux que vous sachiez qu'il y a toujours une lumière, même dans les ténèbres les plus profondes de la trahison. Avant de vous raconter comment j'ai élaboré ma vengeance, laissez-moi vous poser une question. Avez-vous déjà été trahi par quelqu'un que vous aimiez plus que tout? Savez-vous ce que c'est que de regarder dans les yeux de quelqu'un qui vous a brisé et de prétendre que tout va bien? Si vous me comprenez, si mon histoire résonne en vous, je vous invite à vous abonner à Histoires à entendre, car ce qui va suivre va vous montrer comment j'ai transformé ma douleur en puissance. Et maintenant, laissez-moi vous raconter comment j'ai commencé à tisser ma toile autour de ceux qui pensaient en m'avoir piégée. Le premier jour où j'ai dû feindre l'ignorance a été le plus difficile. Mathieu est rentré ce soir-là, souriant comme si de rien n'était. Il m'a embrassé sur la joue, m'a demandé comment s'était passée ma journée. J'ai senti son parfum, mêlé à celui de ma mère, cette odeur de Chanel Nureddin 5 qu'elle portait depuis que j'étais enfant. J'ai dû réprimer un haut le cœur. Journée habituelle, ai-je répondu avec un sourire que j'espérais convaincant. Et toi, du nouveau sur le projet Riverside? Le projet Riverside était sa nouvelle obsession professionnelle. Du moins, c'est ce qu'il me racontait. Maintenant, je me demandais si ce n'était qu'un alibi pour ses absences prolongées. « Tout avance bien », a-t-il dit en se servant un verre de vin. Il m'en a proposé un, que j'ai accepté. J'avais besoin de quelque chose pour calmer mes nerfs. Le client est exigeant, mais j'aime les défis. J'ai réprimé l'envie de lui jeter le vin au visage. Le défi, c'était pour moi maintenant. Jouer la comédie alors que mon monde s'écroulait. Cette nuit-là, allongée à ses côtés dans notre lit, ce même lit où quelques heures plus tôt, j'ai fixé le plafond, incapable de dormir. Comment en étions-nous arrivés là? Quand avait commencé cette double vie? Et surtout, pourquoi ma propre mère? Le lendemain, j'ai appelé Jean-Pierre Moreau. Élodie me l'avait recommandé comme quelqu'un de fiable, discret et terriblement efficace. Nous nous sommes rencontrés dans un petit café à l'autre bout de Paris, loin des endroits que fréquentait Mathieu ou ma famille. Jean-Pierre avait la soixantaine, les cheveux gris coupés courts et des yeux qui semblaient avoir tout vu. « Madame Mercier ?» m'a-t-il dit après que je lui ai exposé ma situation. « Ce que vous me demandez n'est pas simple, mais c'est faisable. Il nous faudra de la patience. » « La patience, j'en ai-je répondu. « Ce que je veux, ce sont des preuves irréfutables. » Il a hoché la tête. « Je comprends. Mais laissez-moi vous poser une question. Une fois que vous aurez ces preuves, qu'en ferez-vous » Je n'avais pas encore de réponse précise. Divorce, certainement. Confrontation, peut-être. Mais quelque chose en moi savait déjà que cela ne suffirait pas. « Je veux qu'il paie », ai-je dit simplement. Tous les trois. Les semaines suivantes ont été un étrange ballet. Je continuais ma vie comme si de rien n'était. Je partais au travail le matin, revenais le soir, cuisinais, discutais avec Mathieu.
J'appelais ma mère régulièrement, écoutais ses conseils avec un sourire figé. J'invitais même ma tante Isabelle pour le dîner, observant les regards qu'elle échangeait avec mon mari quand elle pensait que je ne les voyais pas. Pendant ce temps, Jean-Pierre travaillait. Il suivait Mathieu, photographiait ses allées et venues, enregistrait ses conversations téléphoniques, légalement, grâce à une autorisation judiciaire qu'Élodie avait obtenue sous prétexte de soupçons de fraude financière. Un mois après le début de notre collaboration, Jean-Pierre m'a convoqué pour me montrer les premiers résultats. Nous nous sommes retrouvés dans son petit bureau du 15e arrondissement, un endroit sans prétention, fonctionnel, à l'image de l'homme. « Ce que j'ai découvert dépasse vos soupçons initiaux », m'a-t-il dit en me tendant un dossier épais. « Je vous suggère de vous asseoir. » Les photos étaient sans équivoque. Mathieu et ma mère au château Versant. Mathieu et ma tante dans un restaurant isolé près de Fontainebleau. Et puis, ce qui m'a fait le plus mal, les trois ensemble, riant autour d'un verre dans un bar que je ne connaissais pas. « Il y a plus », a continué Jean-Pierre en me tendant un enregistreur. « Écoutez. » La voix de Mathieu était claire, sans ambiguïté. « Le plan avance bien. Céline ne se doute de rien. Une fois que j'aurai transféré la propriété, nous pourrons procéder à la phase suivante. » La voix de ma mère a répondu. « Tu es sûre qu'elle signera les papiers sans les lire? Ma fille peut être naïve en amour, mais elle est méticuleuse pour les affaires. Fais-moi confiance, Sylvie. » J'ai déjà commencé à semer des doutes dans son esprit. Je lui ai parlé de problèmes financiers, de la nécessité de consolider nos actifs. Elle veut me faire plaisir, me prouver qu'elle me fait confiance. Le rire de ma tante Isabelle s'est fait entendre. « Et une fois que la maison sera à ton nom, on la vend, on partage l'argent et je demande le divorce. Simple, propre, efficace. » J'ai arrêté l'enregistrement, les mains tremblantes. Ce n'était pas seulement une trahison sentimentale, c'était un complot, une escroquerie planifiée méthodiquement. « Il y a autre chose », a dit Jean-Pierre en me tendant un autre document. « Votre mari a contacté un notaire la semaine dernière. Il a présenté une procuration supposément signée par vous, autorisant le transfert de propriété du manoir des Roses à son nom. Mais je n'ai jamais signé une telle chose ? » Exactement. C'est une falsification. J'ai fait examiner le document par un expert en graphologie. La signature a été imitée, mais elle ne résisterait pas à un examen approfondi. Je me suis sentie malade, trahie non seulement dans mon cœur, mais aussi dans tout ce que j'avais construit. Ma maison, mon sanctuaire, étaient devenus l'objet de leur convoitise. « Que dois-je faire maintenant ?» ai-je demandé, la voix à peine audible. « C'est à vous de décider », a répondu Jean-Pierre. « Vous pouvez confronter votre mari avec ses preuves, entamer une procédure de divorce, porter plainte pour tentative de fraude, ou vous pouvez attendre, recueillir plus de preuves, élaborer une stratégie qui leur fera regretter d'avoir jamais croisé votre chemin. » J'ai choisi la deuxième option. Les jours suivants ont été surréalistes. Je continuais à jouer mon rôle d'épouse aimante, ignorante. Mais chaque geste de tendresse de Mathieu me donnait envie de hurler. Chaque appel de ma mère me remplissait d'une rage froide que je ne me connaissais pas. Une semaine après ma rencontre avec Jean-Pierre, Mathieu est venu me voir avec un dossier de refinancement hypothécaire. Il m'a expliqué, avec cette patience condescendante qu'il adoptait pour les questions financières, que c'était une opportunité unique d'optimiser nos finances. « Tu n'as qu'à signer ici », m'a-t-il dit en me tendant un stylo. J'ai tout vérifié, c'est avantageux pour nous. J'ai pris le stylo, feignant l'hésitation. Je ne sais pas, Mathieu. Peut-être que je devrais lire les détails ? Son visage s'est légèrement crispé. Tu me fais confiance, non ? C'est juste de la paperasse administrative. Tu sais que ces choses m'ennuient. Justement, ai-je répondu avec un sourire forcé. Laisse-moi le temps de parcourir le document. Je te promets de le signer ce week-end. Il a accepté, mais j'ai vu la contrariété dans ses yeux. Ce soir-là, pendant qu'il prenait sa douche, j'ai photographié chaque page du document et les ai envoyées à Élodie. Sa réponse est arrivée le lendemain matin. N'assigne surtout pas. C'est un transfert de propriété déguisé. Il te dépouille de tout. J'ai alors compris que le plan était déjà en marche. Il pensait me tenir. Il se trompait. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à élaborer ma propre stratégie. Non pas pour me défendre, mais pour contre-attaquer. Je ne voulais pas seulement préserver ce qui m'appartenait, je voulais leur faire payer le prix de leur trahison. J'ai contacté Sophie Beaumont, ma collègue de travail. Nous n'étions pas particulièrement proches, mais je savais qu'elle avait des connexions dans le monde des médias. Son frère travaillait pour une chaîne de télévision nationale. J'aurais besoin d'un service, lui ai-je dit un midi.
alors que nous déjeunions ensemble à la cantine de l'entreprise. C'est délicat. Sophie m'a écoutée sans m'interrompre. Quand j'ai eu fini, elle m'a regardée avec un mélange de compassion et d'admiration. Ce qu'ils t'ont fait est impardonnable, a-t-elle dit. Mon frère produit justice à la française. C'est exactement le genre d'histoire qu'il recherche. Mais es-tu sûre de vouloir exposer tout cela publiquement? Absolument sûre, ai-je répondu. La honte doit être publique, comme leur trahison aurait dû être privée. Le plan a commencé à prendre forme. Sophie a arrangé une rencontre avec son frère, Philippe. Jean-Pierre a continué à recueillir des preuves. Élodie a préparé les documents légaux nécessaires pour contrer la tentative de fraude de Mathieu. Et moi, j'ai continué à jouer mon rôle. J'ai même organisé un dîner familial, invitant ma mère et ma tante. Je les ai regardés interagir avec mon mari, noter leurs petits gestes complices, leurs regards entendus. J'ai souri, j'ai servi le vin, j'ai fait la conversation. « Tu sembles rayonnante ces derniers temps », m'a dit ma mère avec ce qui ressemblait presque à de la sincérité. « Le travail se passe bien ?»« Mieux que jamais », ai-je répondu. « J'ai un projet spécial en cours, quelque chose qui pourrait changer beaucoup de choses. »« Oh, tu peux nous en dire plus ?» a demandé ma tante Isabelle. « Pas encore », ai-je dit avec un sourire mystérieux. « Mais vous serez les premiers à le découvrir, je vous le promets. » Ils ont échangé des regards intrigués, mais n'ont pas insisté. Ils étaient trop occupés par leurs propres secrets pour s'inquiéter du mien. Pendant ce temps, j'ai fait installer discrètement des caméras supplémentaires dans la maison. Non pas pour espionner, j'avais déjà toutes les preuves nécessaires, mais pour documenter, pour créer un récit visuel de leur trahison qui serait impossible à nier. J'ai aussi commencé à préparer mon avenir post-vengeance. J'ai ouvert un nouveau compte bancaire, y ai transféré une partie de mes économies. J'ai contacté des agences immobilières à Paris pour explorer les options de logement. J'ai même commencé à chercher un nouveau poste, plus ambitieux, plus rémunérateur. Un soir, alors que Mathieu était supposément en réunion de travail, j'avais vérifié, il était avec ma mère dans un hôtel de luxe. J'ai reçu un appel d'Antoine Lambert, mon patron. « Céline, j'ai besoin de te parler. C'est important. Peux-tu venir dans mon bureau demain matin, avant tout le monde ?» Le ton de sa voix m'a inquiétée. Avait-il découvert quelque chose? Mon travail souffrait-il de toute cette situation? Le lendemain, j'étais dans son bureau à 7h30. Antoine est allé droit au but. « Céline, j'ai remarqué que quelque chose n'allait pas ces dernières semaines. Ta performance est toujours excellente, mais je te connais depuis assez longtemps pour voir que tu traverses une période difficile. » J'ai hésité. Devais-je lui confier la vérité? Antoine n'était pas seulement mon supérieur, c'était un mentor, quelqu'un que je respectais profondément. Ma vie personnelle est compliquée en ce moment, ai-je admis. Si tu as besoin de temps ou de n'importe quelle forme de soutien, n'hésite pas à me le dire, a-t-il dit avec une sincérité qui m'a touchée. Quelque chose dans son regard m'a poussée à lui faire confiance. Je lui ai tout raconté. La trahison, les preuves, mon plan. Quand j'ai terminé, il est resté silencieux un long moment. Puis il m'a surprise. J'ai vécu quelque chose de similaire il y a 15 ans. Ma femme de l'époque est mon meilleur ami. Je sais ce que tu traverses. Il a ouvert un tiroir, en a sorti une carte de visite. Voici le contact d'un producteur que je connais, plus influent que le frère de Sophie. Si tu veux vraiment faire les choses en grand, c'est lui qu'il te faut. Je ne m'attendais pas à un tel soutien. Cela m'a donné une force nouvelle. Les pièces du puzzle s'assemblaient. Avec l'aide d'Antoine, j'ai pu accéder à des ressources que je n'aurais jamais pu obtenir seule. Le producteur qu'il m'avait recommandé, Marcel Duchamp, était enthousiaste à l'idée de documenter mon histoire. « Ce n'est pas seulement une affaire de tromperie », m'a-t-il dit lors de notre première rencontre. « C'est une histoire de résilience, de justice, de reprise de pouvoir. C'est exactement ce dont les téléspectateurs ont besoin. » 2 mois après ma découverte initiale, tout était prêt. Les caméras étaient en place, non seulement chez moi, mais aussi au Château Versant, où j'avais réservé la salle de réception pour ma célébration professionnelle. L'équipe de tournage de Marcel était briefée. Les documents légaux étaient préparés. La police était informée de la tentative de fraude de Mathieu. Je me tenais au bord d'un précipice, prête à sauter. Pas dans le vide, mais vers une nouvelle version de moi-même. Une Céline qui ne serait plus jamais victime. La veille du grand jour, j'ai eu un moment de doute. Était-ce vraiment la bonne décision? N'y avait-il pas une façon plus simple, moins dramatique de gérer cette situation? J'ai appelé Élodie pour lui faire part de mes hésitations. « Tu pourrais simplement divorcer, c'est vrai », m'a-t-elle dit.
Mais pense à ce qu'ils ont fait. Ce n'était pas juste une aventure passagère. Ils ont comploté contre toi, ont tenté de te voler ce que tu as construit. Et pense à toutes les personnes qui vivent des situations similaires et qui n'ont pas les moyens de se défendre comme tu le peux. Elle avait raison. Ma vengeance n'était pas seulement pour moi, elle était pour toutes les personnes trahies qui n'avaient jamais eu la chance d'obtenir justice. Cette nuit-là, j'ai dormi d'un sommeil profond, sans rêve. Pour la première fois depuis des mois, j'étais en paix avec ma décision. Le lendemain serait le jour où je reprendrais le contrôle de ma vie. L'aube du jour décisif s'est levée sur un ciel parisien d'un rose délicat. Je me suis réveillée avant que mon alarme ne sonne, l'esprit étrangement clair. À côté de moi, Mathieu dormait encore, inconscient du fait que c'était notre dernière matinée ensemble. J'ai observé son visage pendant quelques minutes, ces traits que j'avais tant aimés et qui maintenant ne m'inspiraient que du dégoût. Je me suis levée sans bruit et me suis préparée avec un soin particulier. J'avais choisi une robe blanche simple mais élégante, un choix symbolique pour ce jour de vérité. Devant le miroir, j'ai répété mon discours une dernière fois, vérifié que mes yeux ne trahissaient pas l'anxiété qui commençait à monter en moi. Mathieu s'est réveillé alors que je finissais de me maquiller. Il m'a regardée avec surprise. « Tu es particulièrement élégante aujourd'hui », a-t-il remarqué. « Une réunion importante ? La plus importante de ma carrière », ai-je répondu. Et ce n'était pas un mensonge. Il s'est approché pour m'embrasser. J'ai dû faire appel à toute ma volonté pour ne pas reculer. Son baiser sur ma joue a été comme une brûlure. « Je suis fière de toi », a-t-il dit. « Tu travailles tellement dur. Tu mérites toute la reconnaissance du monde. » L'ironie de ses paroles m'a presque fait rire. Si seulement il savait quelle reconnaissance l'attendait ce soir. « N'oublie pas que nous avons la réception ce soir, » lui ai-je rappelé. « Au château Versant, pour célébrer ma promotion. Je ne manquerai ça pour rien au monde. » a-t-il répondu avec ce sourire qui autrefois faisait battre mon cœur plus vite. J'ai même acheté un nouveau costume pour l'occasion. Bien sûr qu'il l'avait fait. Mathieu avait toujours aimé être au centre de l'attention, briller dans les événements mondains. Ce soir, il serait certainement au centre de l'attention, mais pas de la façon dont il l'imaginait. Je suis partie tôt, prétextant des préparatifs de dernière minute. En réalité, j'avais rendez-vous avec toute mon équipe de conspirateurs, comme nous nous appelions entre nous, avec un humour noir qui nous aidait à traverser cette période. Nous nous sommes retrouvés dans un salon privé du Café Lumière. Élodie, Jean-Pierre, Sophie, Antoine et Marcel. Chacun avait un rôle précis à jouer dans ce qui allait se dérouler. « Tout est en place », a confirmé Marcel. « Les caméras sont installées au château. L'équipe est briefée. Nous avons même prévu une diffusion en direct sur la chaîne nationale, comme convenu. Les officiers de police arriveront à 21h précises, a ajouté Jean-Pierre. J'ai travaillé avec le commissaire Dubois personnellement. Il comprend la sensibilité de la situation. Élodie a ouvert son attaché-case et en a sorti plusieurs dossiers. Voici les documents légaux. La plainte pour tentative de fraude est prête. J'ai également préparé les papiers du divorce, avec une clause spéciale concernant la tentative d'appropriation frauduleuse de biens. Antoine m'a serré la main. « Tu es sûr de vouloir aller jusqu'au bout ? Il est encore temps de reculer. » J'ai regardé chacun d'entre eux, ces alliés inattendus qui étaient devenus ma forteresse quand mon foyer s'était révélé être un château de cartes. « Je n'ai jamais été aussi sûre de quoi que ce soit, » ai-je répondu. « Cette vengeance n'est pas seulement pour moi. C'est pour toutes les personnes qui ont été trahies et qui n'ont jamais eu la chance de rétablir la justice. » Nous avons passé les heures suivantes à peaufiner chaque détail. La disposition de la salle, l'ordre des révélations, le timing précis des interventions. Rien n'était laissé au hasard. À midi, j'ai reçu un appel de ma mère. Voir son nom s'afficher sur mon téléphone me donnait maintenant la nausée. « Céline, ma chérie », a-t-elle dit avec cette fausse affection qui me semblait maintenant si évidente. « Je voulais juste confirmer pour ce soir. Quelle heure exactement ? » « 19h30, ai-je répondu, gardant ma voix neutre. « Et, maman, porte quelque chose de spécial. Ce sera une soirée mémorable. »« Oh, j'ai déjà ma tenue », a-t-elle répondu avec une excitation à peine contenue. « Isabelle et moi avons fait les magasins ensemble hier. Nous serons éblouissantes. »« Je n'en doute pas, » ai-je dit, sentant une vague de dégoût monter en moi. Après avoir raccroché, j'ai dû prendre quelques instants pour me recentrer. La haine que je ressentais était si intense qu'elle me faisait physiquement mal. Sophie a posé une main sur mon épaule. « Ne la laisse pas t'atteindre. Pas aujourd'hui. Tu es plus forte qu'eux tous réunis. » L'après-midi a filé à une vitesse vertigineuse.
Je me suis rendue au château Versant pour superviser les derniers préparatifs. La salle de réception était magnifique. Lustres étincelants, fleurs fraîches, tables élégamment dressées. Personne n'aurait pu deviner que ce décor somptueux était en réalité la scène d'un drame sur le point de se jouer. Marcel m'a fait visiter l'installation technique. Les caméras étaient discrètement placées à des endroits stratégiques. L'écran géant était prêt pour la projection. Le système audio était testé et parfait. Nous avons même prévu un plan B au cas où quelque chose tournerait mal, m'a-t-il expliqué. Mais tout devrait se dérouler comme prévu. À 18h, je me suis isolée dans une petite pièce adjacente à la salle de réception. J'avais besoin de ces derniers moments de solitude pour me préparer mentalement. J'ai sorti de mon sac une petite boîte contenant mon alliance. Je l'ai regardée longuement, me remémorant le jour où Mathieu l'avait passée à mon doigt. Les promesses échangées, l'amour que je croyais sincère. 8 années de ma vie construites sur un mensonge. J'ai retiré la bague que je portais encore, ma dernière concession à cette mascarade, et l'ai placée dans la boîte. Ce geste simple m'a procuré un soulagement inattendu, comme si je me libérais d'un poids invisible. Quelqu'un a frappé doucement à la porte. C'était Élodie. « Les premiers invités arrivent », m'a-t-elle informée. « Tu es prête ?»« Plus que jamais », ai-je répondu en me levant. J'ai pris une profonde inspiration et suis sortie pour accueillir mes invités. Collègues, amis, quelques membres de la famille éloignés, tous venus célébrer une promotion qui n'existait pas. Je les ai accueillis avec des sourires, des embrassades, jouant à la perfection mon rôle de femme comblée. À 19h15, Mathieu est arrivé, élégant dans son costume neuf, rayonnant de cette confiance en soi qui l'avait toujours caractérisé. Il m'a embrassée devant tout le monde, jouant lui aussi son rôle à la perfection. « Tu es magnifique », m'a-t-il murmuré à l'oreille. « La star de la soirée. Tu n'as pas idée ?» ai-je répondu avec un sourire énigmatique. Ma mère et ma tante sont arrivées ensemble à 19h30 précise. Elles portaient des tenues coordonnées. Sylvie en bleu nuit, Isabelle en bleu ciel. Comme toujours, ma mère avait choisi la couleur la plus saisissante, laissant à sa sœur le rôle de faire valoir. « Ma chérie !» s'est exclamée ma mère en m'embrassant avec effusion. « Nous sommes si fiers de toi, n'est-ce pas, Isabelle ?» Ma tante a acquiescé, son regard allant déjà à la recherche de Mathieu dans la foule. Je les ai observées toutes les deux, me demandant comment j'avais pu être aveugle si longtemps à leur duplicité. À 20h, tous les invités étaient arrivés. La salle bourdonnait de conversations, de rires, de tintements de verre. L'atmosphère était festive, exactement comme je l'avais souhaité. Le contraste avec ce qui allait suivre n'en serait que plus saisissant. J'ai fait signe au maître d'hôtel, qui a doucement sonné une clochette pour attirer l'attention. Le silence s'est fait progressivement. Tous les regards se sont tournés vers moi. Je me suis avancée au centre de la salle, un verre de champagne à la main. Du coin de l'œil, j'ai vu Marcel faire un signe discret à son équipe. Les caméras tournaient. Tout était enregistré. « Mes chers amis », ai-je commencé, ma voix étonnamment stable. « Je vous remercie tous d'être venus ce soir pour partager ce moment important avec moi. » J'ai laissé mon regard parcourir la salle, m'attardant brièvement sur chaque visage. Mathieu, souriant avec fierté. Ma mère, rayonnante d'une joie que je savais maintenant factice. Ma tante, légèrement en retrait comme toujours. On m'a toujours dit que la réussite professionnelle était importante, ai-je poursuivi. Mais ce soir, je voudrais parler de quelque chose de plus fondamental encore, la vérité. J'ai vu une lueur d'inquiétude traverser le regard de Mathieu. Il connaissait ce ton, celui que j'adoptais quand j'étais sur le point d'aborder un sujet délicat. La vérité est souvent difficile à affronter. Elle peut être douloureuse, dévastatrice même. Mais sans elle, nous vivons dans l'illusion. Et j'ai vécu dans l'illusion pendant trop longtemps. Un murmure confus a parcouru l'assistance. Ce n'était pas le discours auquel il s'attendait pour une célébration professionnelle. Aujourd'hui, je ne célèbre pas une promotion, ai-je révélé. Je célèbre ma libération. J'ai fait un signe à Jean-Pierre, qui a activé la projection. L'écran géant s'est illuminé, montrant d'abord un simple titre, « La vérité derrière le mensonge ». Puis les images ont commencé à défiler. Mathieu et ma mère dans notre chambre. Mathieu et ma tante dans le salon. Les trois ensemble, complotant autour d'une table. Un hoquet de stupeur collectif a traversé la salle. Mathieu s'est figé, son verre à mi-chemin vers ses lèvres. Ma mère a porté une main à sa bouche, son visage perdant toute couleur. Je me suis tournée directement vers eux trois. Pendant que je construisais ma carrière,
que je travaillais pour notre avenir, vous construisiez un autre récit. Un récit de trahison, de manipulation et de cupidité. Les images continuaient à défiler, accompagnées maintenant d'enregistrements audio. La voix de Mathieu, claire et sans ambiguïté. Une fois que j'aurai transféré la propriété, nous pourrons procéder à la phase suivante. J'ai sorti de ma poche les documents falsifiés. Vous avez tenté de me voler ma maison, celle que j'ai achetée avec mon propre argent, fruit de mon travail. Vous avez falsifié ma signature. Vous avez comploté pour me dépouiller de tout ce que j'avais construit. Mathieu a fait un pas en avant, le visage déformé par la panique. Céline, ce n'est pas ce que tu crois. Je peux t'expliquer. Expliquer quoi? L'ai-je coupé. Comment tu as trompé ta femme avec sa propre mère? Comment vous avez ri de moi tous les trois dans ma propre maison? Comment vous avez planifié de me ruiner? Ma mère s'est avancée à son tour, tentant désespérément de sauver les apparences. Ma chérie, tu interprètes mal les choses. Nous voulions juste... Tais-toi, ai-je dit, ma voix glaciale. Tu n'es plus ma mère. Tu as perdu ce droit le jour où tu as décidé que ton plaisir valait plus que ma dignité. C'est à ce moment que les portes de la salle se sont ouvertes, laissant entrer 2 officiers de police en uniforme, accompagnés du commissaire Dubois. « Mathieu Mercier ?» a demandé le commissaire. « Nous avons un mandat d'arrêt contre vous pour tentative de fraude, falsification de documents et escroquerie. » Le visage de Mathieu s'est décomposé. Il a regardé autour de lui, cherchant une issue, une explication, un miracle qui ne viendrait pas. « Et ce n'est pas tout », ai-je ajouté, savourant cet instant que j'avais tant attendu. Cette soirée est diffusée en direct sur la chaîne nationale, dans le cadre d'une émission spéciale de Justice à la française. Les caméras, jusque-là discrètes, sont soudain devenues visibles. L'équipe de Marcel s'est déployée, capturant chaque réaction, chaque expression de choc. Des millions de personnes vous regardent en ce moment même. Ai-je continué? Elles voient votre trahison, votre cupidité, votre mépris pour les valeurs familiales que vous prétendez défendre, maman. Ma mère a chancelé, s'accrochant au bras de ma tante qui semblait tout aussi horrifiée. Leur monde s'écroulait en direct, devant la France entière. Mathieu a tenté une dernière fois de se défendre. « Tu ne peux pas faire ça. C'est de la diffamation. Je te poursuivrai. Avec quel argent ?» ai-je demandé calmement. « Les comptes que tu as créés secrètement ont été gelés suite à l'enquête pour fraude. Tu n'as plus rien, Mathieu. Ni argent, ni réputation, ni femme. J'ai sorti de ma pochette les papiers du divorce qu'Élodie avait préparé. Tout est déjà en cours. D'ici demain, tu ne seras plus qu'un mauvais souvenir dans ma vie. » Les officiers de police se sont approchés de Mathieu. Il n'a pas résisté quand ils lui ont passé les menottes. Son regard était vide, comme s'il ne pouvait pas comprendre comment son plan si parfait avait pu échouer si spectaculairement. Ma mère et ma tante n'ont pas été arrêtées. Leur complicité morale n'était pas un crime aux yeux de la loi. Mais leur condamnation sociale serait peut-être plus sévère encore que celle de Mathieu. Alors que les policiers emmenaient mon mari, bientôt ex-mari, j'ai adressé un dernier message à l'Assemblée stupéfaite. Je vous remercie tous d'avoir été témoins de ce moment de vérité. La trahison fait mal, mais le silence fait encore plus mal. J'espère que mon histoire donnera du courage à d'autres personnes qui vivent dans l'ombre du mensonge. J'ai quitté la salle la tête haute, ignorant les regards choqués, les murmures, les questions. Dans le couloir, Élodie m'attendait. « C'est fait », a-t-elle dit simplement. « Oui », ai-je répondu. « Maintenant, je peux commencer à reconstruire. » Cette nuit-là, alors que la France entière découvrait mon histoire sur leurs écrans de télévision, j'ai dormi pour la première fois depuis des mois d'un sommeil profond et réparateur. La première nuit du reste de ma vie. Le lendemain de la confrontation au château Versant, je me suis réveillée dans une chambre d'hôtel luxueuse que Marcel avait réservée pour moi. Je n'étais pas prête à retourner au manoir des Roses. Pas encore. Les draps soyeux m'enveloppaient comme un cocon protecteur. Mais mon esprit était déjà en alerte, analysant les conséquences de ce que j'avais déclenché. Mon téléphone n'avait pas cessé de vibrer pendant la nuit. Je l'avais mis en silencieux, mais l'écran s'illuminait régulièrement avec des notifications. Appels manqués, messages, alertes de réseaux sociaux. Le monde entier semblait vouloir me parler. J'ai finalement pris le téléphone et j'ai commencé à trier. Les messages de soutien étaient nombreux. Des amis, des collègues, même des inconnus qui avaient vu l'émission. Il y avait aussi des messages haineux, bien sûr. Des personnes qui me trouvaient cruelle, vindicative, excessive. Je les ai supprimés sans les lire entièrement. Un message en particulier a attiré mon attention. Il venait de François Mercier, le père de Mathieu. Un homme que j'avais toujours apprécié et respecté.
malgré sa distance émotionnelle. « Céline, ce que mon fils t'a fait est impardonnable. Je comprends ta colère et ta douleur. Si tu acceptes de me voir, j'aimerais te présenter mes excuses personnellement. » Cet message m'a touchée plus que je ne l'aurais imaginé. Dans toute cette affaire, je n'avais pas pensé à François, à la honte qu'il devait ressentir face aux actions de son fils. J'ai répondu simplement « Demain, 15h, au Café Lumière ». On a frappé doucement à ma porte. C'était Élodie, portant un plateau de petit déjeuner et un dossier sous le bras. « J'ai pensé que tu préférerais manger ici plutôt que de descendre au restaurant », a-t-elle dit en entrant. Les journalistes font le pied de grue dans le hall. « Déjà ?» ai-je demandé, surprise par la rapidité avec laquelle l'information s'était propagée. « Ton histoire est partout ce matin », a confirmé Élodie en ouvrant les rideaux. Les journaux, les chaînes d'information, les réseaux sociaux, tout le monde ne parle que de ça. Elle a posé le plateau sur la table près de la fenêtre et m'a tendu un journal. En première page, une photo prise la veille. Moi, debout au centre de la salle, l'écran géant derrière moi montrant une image de Mathieu et ma mère. Le titre était sans équivoque « La vengeance parfaite, une femme expose la trahison de son mari et de sa mère en direct à la télévision. » « Comment te sens-tu » m'a demandé Élodie en s'asseyant face à moi. J'ai réfléchi un moment avant de répondre, cherchant les mots justes pour décrire l'étrange mélange d'émotions qui m'habitait. « Libérée », ai-je finalement dit, mais aussi vide d'une certaine façon. Comme si toute cette colère, cette détermination qui m'a portée ces derniers mois s'était soudain évaporée, laissant un espace que je ne sais pas encore comment remplir. Élodie a hoché la tête, compréhensive. « C'est normal. Tu as vécu dans cet objectif unique pendant si longtemps. Maintenant, tu dois réapprendre à vivre pour toi-même, pas contre eux. » Elle a ouvert son dossier et m'a présenté plusieurs documents. Voici les dernières nouvelles du front juridique. Mathieu a passé la nuit en garde à vue. Son avocat a tenté une remise en liberté sous caution ce matin, mais le juge a refusé, considérant qu'il existait un risque de fuite. « Et pour la maison ?» ai-je demandé, car c'était là ma préoccupation principale. Totalement sécurisée. J'ai obtenu une ordonnance interdisant à Mathieu de s'en approcher à moins de 500 mètres. Quant à la tentative de fraude, les preuves sont accablantes. Il n'a aucune chance de s'en sortir. J'ai poussé un soupir de soulagement. Le manoir des Roses représentait bien plus qu'une simple propriété pour moi. C'était le symbole de mon indépendance, de tout ce que j'avais construit par moi-même. Et ma mère? Ma tante? Élodie a haussé les épaules. Elles n'ont pas commis de crime. Du moins, pas au sens légal. Mais d'après ce que j'ai entendu, elles sont en train de vivre leur propre enfer social. Personne ne veut plus les fréquenter. Leur réputation est détruite. Je n'ai ressenti aucune satisfaction à cette nouvelle, juste une sorte de résignation triste. Comment en étions-nous arrivés là? Comment ma propre mère avait-elle pu me trahir si profondément? Après le départ d'Élodie, j'ai passé plusieurs heures à répondre aux messages de soutien, à organiser mes pensées, à planifier mes prochains pas. Je n'avais pas l'intention de me cacher ou de fuir. J'allais affronter les conséquences de mes actes avec la même détermination que j'avais mise à exposer la vérité. En début d'après-midi, j'ai reçu un appel de Marcel. « Céline, l'émission a battu tous les records d'audience », s'est-il exclamé sans même dire bonjour. « Les retombées sont incroyables. J'ai déjà reçu des propositions de plusieurs maisons d'édition pour que tu écrives un livre sur ton expérience. » L'idée ne m'avait jamais traversé l'esprit. Écrire un livre? Transformer cette expérience douloureuse en quelque chose qui pourrait aider d'autres personnes? Je ne sais pas, Marcel. C'est encore trop frais. J'ai besoin de temps pour digérer tout ça. Bien sûr, a-t-il concédé rapidement. Mais garde l'idée en tête. Ta histoire pourrait inspirer tant de personnes qui sont prises au piège dans des relations toxiques. Après avoir raccroché, j'ai décidé qu'il était temps de sortir de ma cachette. Je ne pouvais pas rester enfermée dans cette chambre d'hôtel indéfiniment. J'avais besoin d'air, de mouvement, de reprendre contact avec le monde extérieur. J'ai enfilé des lunettes de soleil et un foulard pour me rendre un peu moins reconnaissable, et je suis descendue dans le hall. Comme Élodie l'avait prédit, plusieurs journalistes attendaient, mais je suis parvenue à les éviter en passant par l'entrée de service que le concierge, compatissant, m'avait indiquée. Paris semblait différente ce jour-là, plus lumineuse, plus vive, comme si mes sens s'étaient aiguisés après des mois d'engourdissement émotionnel. J'ai marché sans but précis, savourant simplement la sensation de liberté qui m'envahissait progressivement. Mes pas m'ont mené presque inconsciemment vers la Seine. Je me suis assise sur un banc face au fleuve,
observant le balai des bateaux-mouches chargés de touristes. La vie continuait, imperturbable, malgré les drames personnels qui se jouaient en coulisses. Une femme s'est assise à côté de moi. J'ai d'abord cru à une coïncidence, jusqu'à ce qu'elle parle. « Vous êtes Céline Mercier, n'est-ce pas ?» J'ai tourné la tête, sur la défensive. Elle devait avoir la cinquantaine, élégante mais sans ostentation, avec un regard doux et intelligent. « Je vous ai reconnu malgré le foulard », a-t-elle ajouté avec un petit sourire. « Je m'appelle Gisèle Dubois. J'ai vu l'émission hier soir. Si vous êtes journaliste ?» ai-je commencé, prête à me lever. « Non, non », m'a-t-elle interrompu. « Je suis psychologue, spécialisée dans les traumatismes relationnels et la reconstruction après la trahison. » J'ai hésité, méfiante. Elle a sorti une carte professionnelle de son sac et me l'a tendue. Cabinet de psychologie Gisèle Dubois, suivi d'une adresse dans le 16e arrondissement. « Je ne veux pas vous importuner », a-t-elle continué, « mais votre histoire m'a profondément touchée. Ce que vous avez fait demande un courage extraordinaire. Peu de personnes auraient la force de se tenir debout comme vous l'avez fait. »« Merci », ai-je répondu, un peu décontenancée par cette approche directe mais bienveillante. « Je voulais simplement vous dire que ce que vous ressentez maintenant, ce vide dont vous ne savez pas quoi faire, est parfaitement normal. La vengeance peut apporter une satisfaction immédiate, mais elle ne guérit pas les blessures profondes. » Ces paroles m'ont frappée par leur justesse. Comment pouvait-elle savoir exactement ce que je ressentais? Comment... L'expérience, a-t-elle dit avec un sourire triste. J'ai travaillé avec de nombreuses personnes dans des situations similaires à la vôtre, et j'ai moi-même vécu une trahison comparable il y a longtemps. Quelque chose dans sa voix, dans son regard, m'a incité à lui faire confiance. Pendant l'heure qui a suivi, nous avons parlé de douleur, de guérison, de reconstruction. Elle ne m'a pas jugée, n'a pas critiqué mes choix. Elle a simplement écouté et partagé sa sagesse avec une générosité qui m'a émue. « Votre histoire pourrait aider beaucoup de personnes », m'a-t-elle dit avant de partir. Pas comme un spectacle ou un divertissement, mais comme un témoignage de résilience. Pensez-y, cette rencontre fortuite a semé une graine dans mon esprit. Une idée qui allait germer dans les jours suivants et changer le cours de ma vie une fois de plus. Le lendemain, j'ai rencontré François Mercier comme prévu au Café Lumière. Il était déjà là quand je suis arrivée, assis à une table discrète au fond de la salle. Il a toujours eu cette élégance naturelle que Mathieu tentait désespérément d'imiter sans jamais y parvenir. « Céline » m'a-t-il salué en se levant. Il a hésité, ne sachant pas s'il devait m'embrasser ou me serrer la main. J'ai résolu son dilemme en lui faisant la bise. Après tout, il n'était pas responsable des actions de son fils. « Merci d'avoir accepté de me voir », a-t-il dit une fois que nous étions assis. « Je ne savais pas si tu voudrais encore avoir affaire à quiconque portant le nom de Mercier. »« Tu n'es pas ton fils, François », ai-je répondu simplement. Il a secoué la tête, le visage empreint d'une tristesse profonde. Parfois, je me demande où j'ai échoué dans son éducation. Comment ai-je pu élever un homme capable de telle bassesse? Ce n'est pas ta faute. Mathieu a fait ses propres choix. François a sorti un mouchoir pour essuyer discrètement une larme. Tu sais, quand il t'a présenté pour la première fois, j'ai pensé, enfin, une femme qui le rendra meilleur. Tu es, tout ce qu'il ne sera jamais. Honnête, travailleuse, intègre. Ces paroles m'ont touchée plus que je ne l'aurais cru possible. Pendant toutes ces années, j'avais cru que François me trouvait trop ambitieuse, trop indépendante pour son fils. Apprendre qu'il m'avait toujours respectée et appréciée était étrangement réconfortant. J'ai parlé à son avocat ce matin, a poursuivi François. La situation est grave. Avec les preuves que tu as fournies, il risque plusieurs années de prison. Je n'ai pas ressenti de satisfaction à cette nouvelle, juste une sorte de résignation triste. Ce n'était pas la vengeance que je cherchais, mais la justice. Et pourtant, voir Mathieu en prison ne me rendrait pas ce qu'il m'avait pris. Ma confiance, mon innocence, ma capacité à croire en l'amour sans réserve. « Je ne suis pas venue te voir pour parler de Mathieu », a dit François après un moment de silence. « Je voulais te dire que je comprends ta colère et que je la trouve justifiée. Si j'avais été à ta place, j'aurais probablement agi de la même façon. » Il a sorti une enveloppe de sa veste et l'a posée sur la table entre nous. « Qu'est-ce que c'est ?» ai-je demandé, méfiante. « Les clés du chalet à Mégève. Je veux que tu l'aies. » J'ai secoué la tête, stupéfaite. « François, je ne peux pas accepter. Ce n'est pas un cadeau, » m'a-t-il coupé. « C'est une restitution. Mathieu t'a volé tant de choses, pas seulement matérielles, mais émotionnelles.
Je ne peux pas réparer les dommages qu'il a causés à ton cœur, mais je peux au moins essayer de rétablir un certain équilibre. » J'ai regardé l'enveloppe, émue par ce geste inattendu. Le chalet de Mégève était dans la famille Mercier depuis 3 générations. C'était un lieu magnifique que j'avais adoré dès ma première visite. Je ne sais pas quoi dire. Dis que tu l'utiliseras pour te reconstruire, pour trouver la paix, loin de tout ce chaos. J'ai finalement accepté, comprenant que ce geste était aussi important pour François que pour moi. C'était sa façon de se dissocier des actions de son fils, de affirmer ses propres valeurs. En quittant le café, François m'a embrassé sur le front, comme un père l'aurait fait. « Tu mérites le meilleur, Céline. N'oublie jamais ça. » Les jours suivants ont été un tourbillon d'activités et de décisions. J'ai finalement accepté de rencontrer plusieurs journalistes pour des interviews exclusives, non pas pour me vanter de ma vengeance, mais pour partager mon parcours de manière plus nuancée que ce que la télévision avait montré. J'ai aussi contacté Gisèle Dubois pour commencer une thérapie. Je savais que malgré ma force apparente, j'avais besoin d'aide pour guérir vraiment, pour ne pas laisser cette trahison définir le reste de ma vie. Une semaine après la confrontation, j'ai finalement eu le courage de retourner au manoir des Roses. Élodie m'a accompagnée, préoccupée par ma réaction émotionnelle. La maison semblait différente, comme si elle avait été souillée par les événements qui s'y étaient déroulés. J'ai parcouru chaque pièce lentement, touchant les meubles, les murs, essayant de reconnecter avec ce qui avait été mon sanctuaire. Dans notre chambre, non, ma chambre désormais, j'ai ouvert les fenêtres en grand, laissant l'air frais chasser les dernières traces de Mathieu. J'ai changé les draps, réarrangé les meubles, créé un nouvel espace qui n'appartenait qu'à moi. Dans le salon, j'ai trouvé plusieurs photos de notre mariage. Je les ai retirées des cadres et les ai remplacées par des photos de mes voyages, de mes amis, de moments où j'étais authentiquement heureuse. Ce processus de réappropriation était thérapeutique, comme si je reprenais possession non seulement de ma maison, mais aussi de ma vie. Le soir venu, assise sur la terrasse avec un verre de vin, j'ai pris une décision qui allait donner un sens nouveau à toute cette expérience. Je n'allais pas seulement survivre à cette trahison, j'allais la transformer en quelque chose de positif. J'ai appelé Marcel, qui a répondu immédiatement malgré l'heure tardive. « J'ai réfléchi à ta proposition », lui ai-je dit sans préambule. « Je veux bien écrire ce livre, mais pas comme un simple récit de vengeance. Je veux en faire un guide pour aider d'autres personnes à reconnaître les signes de trahison, à se libérer des relations toxiques, à se reconstruire après un tel traumatisme. » C'est exactement ce que j'espérais, a-t-il répondu avec enthousiasme. Ton histoire peut devenir un phare pour tant de personnes perdues dans l'obscurité de relations destructrices. Nous avons parlé pendant près d'1 heure, élaborant un plan, définissant une vision. Au moment où j'ai raccroché, je sentais en moi une énergie nouvelle, un objectif qui dépassait ma propre guérison. Cette nuit-là, j'ai dormi d'un sommeil profond et sans rêve. Pour la première fois depuis la découverte de la trahison, je ne me sentais plus comme une victime, ni même comme une vengeresse. Je me sentais comme une survivante, prête à transformer ma douleur en force, mon expérience en sagesse. Le piège que j'avais tendu avait servi son but, non pas seulement de punir ceux qui m'avaient blessée, mais de me libérer des chaînes invisibles qui me liaient à eux. Maintenant, je pouvais regarder vers l'avenir avec une clarté nouvelle et une détermination renouvelée. 6 mois se sont écoulés depuis cette soirée fatidique au Château Versant. L'automne parisien a cédé la place à un hiver rigoureux, puis à un printemps timide qui commence tout juste à colorer les jardins du Luxembourg. Ma vie s'est transformée de façon que je n'aurais jamais pu imaginer. Ce matin, en me préparant pour une journée importante, je me suis arrêtée devant le miroir de ma salle de bain. Une salle de bain entièrement rénovée, comme la majorité du manoir des Roses. J'ai observé mon reflet avec une curiosité détachée. Mes traits n'ont pas changé, mais quelque chose dans mon regard est différent. Une assurance tranquille, une sérénité que je n'avais jamais connue auparavant. Le procès de Mathieu s'est terminé il y a 2 mois. Il a été condamné à 3 ans de prison ferme pour tentative d'escroquerie, falsification de documents et abus de confiance. La sentence aurait pu être plus lourde, mais j'ai refusé de témoigner contre lui lors des audiences, me contentant de laisser parler les preuves. Ce n'était pas par pitié, je n'en ressentais plus pour lui, mais parce que je ne voulais pas lui donner l'importance d'une confrontation personnelle. Pendant le procès, j'ai croisé ma mère à plusieurs reprises. Elle a tenté de m'approcher, de s'expliquer, de se justifier. Je l'ai ignorée avec une indifférence qui semblait la blesser plus que n'importe quelle accusation.
Sylvie Lefebvre, toujours si préoccupée par son image, par son statut social, se retrouvait maintenant ostracisée, rejetée par ce même monde qu'elle avait tant cherché à impressionner. Quant à ma tante Isabelle, elle a quitté Paris peu après le scandale. D'après ce que j'ai entendu, elle s'est installée dans le sud de la France, dans un petit village où personne ne connaissait son histoire. Une fuite qui ressemblait à un aveu de culpabilité. Mais aujourd'hui n'est pas un jour pour ressasser le passé. C'est un jour de célébration, de consécration. Je vérifie une dernière fois ma tenue. Un tailleur pantalon crème, élégant sans être ostentatoire, et je descends l'escalier de marbre que j'ai fait restaurer. Élodie m'attend dans le salon, feuilletant distraitement un magazine. Elle lève les yeux à mon approche et sourit. « Tu es magnifique », dit-elle en se levant. « Prête pour le grand jour ? Aussi prête qu'on peut l'être ?» Je réponds en prenant mon sac. J'ai l'impression que tout cela est un rêve, que je vais me réveiller et me retrouver dans mon ancienne vie. Crois-moi, c'est bien réel, assure Élodie en me serrant brièvement le bras. Tu as mérité chaque seconde de ce qui va suivre. Nous sortons ensemble. Une voiture nous attend, pas un simple taxi, mais une berline luxueuse envoyée par la maison d'édition. Un petit luxe que je me suis autorisé pour cette journée spéciale. Pendant le trajet vers la librairie du Marais où se tiendra l'événement, je repense au chemin parcouru ces derniers mois. Après la confrontation et le procès, j'aurais pu sombrer dans l'amertume, la méfiance, le repli sur soi. Beaucoup l'auraient compris, l'auraient même trouvé naturel. Mais j'ai choisi une autre voie. Le livre est né d'une conversation avec Gisèle Dubois, devenue mon thérapeute et plus tard, mon amie. Ta douleur peut devenir une lumière pour d'autres, m'avait-elle dit. Ce que tu as vécu, des milliers de femmes et d'hommes le vivent en silence, paralysés par la honte ou la peur. J'ai commencé à écrire sans grande conviction, comme un exercice thérapeutique. Les mots sont venus d'abord difficilement, puis en un flot incontrôlable. J'ai écrit la nuit, le jour, entre deux rendez-vous, pendant mes pauses déjeuner. J'ai tout déversé. La douleur, la colère, la planification méticuleuse de ma vengeance, mais aussi la reconstruction, la redécouverte de moi-même, la guérison progressive. Quand j'ai montré le manuscrit à Marcel, il est resté silencieux pendant de longues minutes après sa lecture. « C'est bien plus que ce que j'espérais », a-t-il finalement dit. « Ce n'est pas seulement ton histoire, c'est un manuel de survie émotionnelle. » Les maisons d'édition se sont disputées les droits du livre. J'ai choisi celle qui partageait ma vision. Ne pas capitaliser sur le scandale, mais offrir un véritable outil de guérison et d'émancipation. Après la trahison, Renaître de ses cendres est sorti il y a 3 semaines et figure déjà en tête des ventes nationales. La voiture s'arrête devant la librairie. Je prends une profonde inspiration. À travers les vitres, je peux voir la foule qui attend, bien plus nombreuse que ce que j'avais imaginé. « Tu es sûre que tu veux faire ça ?» demande Élodie, toujours protectrice. « Plus que jamais », je réponds en ouvrant la portière. L'air printanier m'accueille, accompagné d'une vague d'applaudissements. Je souris, surprise et touchée par cet accueil. Ces personnes ne sont pas venues pour le spectacle ou le scandale. Elles sont venues pour un message d'espoir. La séance de dédicace dure plus de 3 heures. Je serre des mains, j'écoute des histoires, je reçois des confidences murmurées à l'oreille. Une femme d'une 50aine d'années me serre dans ses bras en pleurant silencieusement. « Vous m'avez donné le courage de partir après 20 ans d'humiliation », me dit-elle simplement. Ces moments valent plus que toute la vengeance du monde. Alors que l'événement touche à sa fin, je remarque une silhouette familière qui se tient en retrait, près de la sortie. François Mercier, élégant comme toujours dans son costume gris, m'observe avec un mélange de fierté et de mélancolie. Je lui fais signe d'approcher. « Je ne voulais pas t'importuner », dit-il en s'avançant. « Je voulais juste voir de mes propres yeux ce que tu as accompli. »« Tu n'importunes jamais », je réponds sincèrement. « Comment vas-tu ?»« Mieux que je ne le mérite, sans doute. » Il hésite, puis ajoute « J'ai lu ton livre. C'est bouleversant et profondément juste. Merci François, ça compte beaucoup pour moi. » Il sort un petit paquet de sa poche. « J'ai quelque chose pour toi, un cadeau pour célébrer ton succès. » J'ouvre le paquet avec curiosité. À l'intérieur se trouve une clé ancienne, magnifiquement ouvragée. C'est la clé du caveau familial des Mercier, explique François. Pas pour que tu y entres un jour, bien sûr, ajoute-t-il avec un sourire triste, mais comme symbole. Dans notre famille, cette clé représente la libération des fardeaux du passé. Elle se transmet de génération en génération pour rappeler que nous sommes les gardiens de notre propre histoire. Je suis profondément touchée par ce geste, par sa signification symbolique. Je la chérirai,
promets-je en serrant la clé dans ma main. Après le départ de François, Élodie me rejoint. « Une dernière surprise t'attend », me dit-elle avec un sourire mystérieux. Intriguée, je la suis jusqu'à une salle privée à l'arrière de la librairie. En ouvrant la porte, je reste figée sur le seuil. Une vingtaine de personnes m'attendent. Pas des inconnus, mais des femmes et des hommes que j'ai rencontrés ces derniers mois à travers des groupes de soutien, des conférences, des séances de thérapie collective. « Surprise !» s'exclame-t-il en chœur. Au centre de la pièce se trouve un grand gâteau sur lequel est écrit « Merci Céline » en lettres dorées. Une banderole accrochée au mur proclame « La Fondation Dignité Retrouvée est officiellement lancée ». Les larmes me montent aux yeux. La Fondation était mon rêve secret, mon projet le plus cher. Créer un lieu où les victimes de trahison et d'abus psychologiques pourraient trouver refuge, conseil, soutien juridique et émotionnel. J'avais commencé à y travailler discrètement, mais je ne pensais pas que nous étions déjà prêts pour un lancement officiel. « Comment ?» Je commence, me tournant vers Élodie. « Tu n'es pas la seule à savoir planifier en secret », répond-elle avec un clin d'œil. Nous avons tous travaillé pour que ça devienne réalité plus vite que prévu. Les dons ont afflué dès que nous avons mentionné ton nom et le projet. Je suis submergée par l'émotion. Ce que j'avais commencé comme un acte de vengeance personnelle s'était transformé en quelque chose de bien plus grand, de bien plus significatif. Une mission qui dépassait ma propre histoire pour toucher la vie de nombreuses personnes. Gisèle Dubois s'avance et me tend une coupe de champagne. « À la femme la plus courageuse que je connaisse », dit-elle en levant son verre, qui a transformé sa douleur en force et sa vengeance en compassion. Nous trinquons tous ensemble, et je me sens enveloppée d'une chaleur que je n'avais pas ressentie depuis longtemps, celle de l'appartenance, de la solidarité, de l'amour inconditionnel. La soirée se poursuit, remplie de rires, de projets, d'espoir. Quand je rentre enfin chez moi, tard dans la nuit, le manoir des Roses m'accueille avec une douceur nouvelle. Cette maison qui avait été le théâtre de ma trahison est maintenant le berceau de ma renaissance. Je monte lentement l'escalier, fatiguée mais sereine. Dans ma chambre, je m'approche de la fenêtre et contemple le jardin baigné par la lumière de la lune. Les rosiers que j'ai plantés moi-même commencent à bourgeonner, promesse de floraison prochaine. Mon téléphone vibre. Un message d'Antoine Lambert, mon ancien patron devenu ami proche. Les premières critiques internationales sont tombées. Ton livre va être traduit en 15 langues. Tu as touché une corde sensible universelle. Fier de toi. Je souris en reposant le téléphone. Qui aurait cru que ma plus grande blessure deviendrait ma plus grande force? Le lendemain matin, je me réveille avec une énergie renouvelée. La Fondation Dignité Retrouvée a maintenant des locaux dans le 8e arrondissement. Un bel hôtel particulier que j'ai pu acheter grâce aux avances sur les droits du livre et aux généreux donateurs que notre cause a attirés. En me rendant à ces nouveaux bureaux, je passe devant la résidence Les Chênes, où vivaient ma mère et ma tante. Je ralentis involontairement. Ma mère est toujours là. Je le sais par des connaissances communes. Elle vit maintenant seule, isolée, évitée par ceux qui constituaient autrefois son cercle social. Pendant un bref instant, je me demande si je devrais m'arrêter, lui parler, peut-être même essayer de comprendre. Mais je continue ma route. Certaines blessures sont trop profondes pour être guéries par des mots. Certaines trahisons ne peuvent être pardonnées, seulement acceptées comme partie intégrante de notre histoire. À la Fondation, je suis accueillie par une équipe enthousiaste, psychologues, avocats, travailleurs sociaux, tous dévoués à notre mission. Nous avons déjà une liste d'attente pour nos services, preuve du besoin criant d'un tel soutien dans notre société. Ma journée est remplie de réunions, d'entretiens, de décisions à prendre. Je me sens à ma place, utilisée à bon escient, comme si toute ma vie, y compris ces moments les plus sombres, m'avait préparée à ce rôle. En fin d'après-midi, alors que je termine une visioconférence avec des partenaires potentiels à l'étranger, Sophie Beaumont, qui a quitté l'entreprise Élégance pour me rejoindre à la Fondation, entre dans mon bureau avec une expression étrange. « Tu as de la visite ?» dit-elle, hésitante. Je lui ai dit que tu étais occupée, mais elle insiste. Elle dit que c'est important. « Qui est-ce ?» Sophie hésite encore. « Isabelle, ta tante. » Je sens mon cœur s'accélérer. Isabelle, revenue du sud de la France, pour me voir, après tout ce temps, fais-la entrer. Je décide après un moment de réflexion. Isabelle apparaît dans l'encadrement de la porte, méconnaissable. Ses cheveux autrefois teints sont maintenant gris, son visage est marqué par des rides que je ne lui connaissais pas. Elle semble avoir vieilli de 10 ans en 6 mois.
Céline, dit-elle doucement, comme si elle craignait que sa voix ne me blesse. Merci de me recevoir. Je lui fais signe de s'asseoir, gardant mon visage délibérément neutre. Je ne ressens plus de colère envers elle, juste une curiosité détachée. Je ne vais pas te demander pardon, commence-t-elle, me surprenant. Ce que nous t'avons fait est impardonnable. Je suis venue pour te dire la vérité, toute la vérité. Elle me raconte alors une histoire que je n'aurais jamais pu imaginer. Comment ma mère avait toujours été jalouse de ma réussite, de mon indépendance. Comment elle avait délibérément séduit Mathieu pour me détruire, non par désir pour lui, mais par désir de me voir échouer. Comment Isabelle elle-même avait été manipulée, entraînée dans ce complot par une sœur dominatrice qu'elle n'avait jamais su contredire. Ce n'est pas une excuse, conclut-elle. Juste une explication. J'aurais dû être plus forte, te prévenir. Au lieu de ça, j'ai été complice de ta souffrance. Je l'observe en silence, cherchant en moi une réaction, colère, tristesse, mépris. Mais je ne trouve qu'une étrange compassion pour cette femme brisée par ses propres choix. Pourquoi me dire tout ça maintenant ? Je demande finalement. Parce que j'ai lu ton livre, répond-elle simplement. Et j'ai compris que le silence est parfois la pire des violences. Tu méritais de connaître la vérité, même si elle est laide, même si elle fait mal. Je hoche la tête, reconnaissante malgré tout pour cette franchise tardive. Et maintenant, qu'attends-tu de moi ? Rien, dit-elle en se levant. Absolument rien. Je voulais juste que tu saches que dans toute cette histoire, le problème n'a jamais été toi. Tu es extraordinaire, Céline. Et c'est précisément ce qui nous a rendus si mesquins. Elle se dirige vers la porte, puis se retourne une dernière fois. Ta fondation, c'est une belle chose que tu as créée à partir de tant de laideur. Si un jour tu as besoin d'un témoignage sur la façon dont la jalousie peut détruire une famille, je serai là. Après son départ, je reste longtemps immobile, absorbant cette conversation surréaliste. La dernière pièce du puzzle venait de se mettre en place. Non pas que j'en avais besoin pour avancer, mais cela apportait une forme de clôture que je n'avais pas réalisé rechercher. Ce soir-là, en rentrant au manoir des roses, je m'arrête dans le jardin pour couper quelques roses fraîchement écloses. Je les dispose dans un vase que je place sur ma table de chevet. Assise sur mon lit, je contemple ces fleurs, symboles de beauté nées de la terre, de la persévérance, de la renaissance après l'hiver. Comme moi, elles portent des épines, non pas comme arme, mais comme protection nécessaire dans un monde parfois cruel. Ma vengeance est complète, mais pas de la façon dont je l'avais imaginée. La vraie victoire n'a pas été d'exposer leur trahison au monde entier, mais de refuser de laisser cette trahison me définir, de transformer ma douleur en quelque chose de beau et d'utile, de devenir non pas leur victime, ni même leur bourreau, mais simplement moi-même, plus forte, plus sage, plus compatissante qu'avant. Demain, j'accueillerai à la Fondation une nouvelle groupe de personnes blessées, trahies, cherchant leur chemin vers la guérison. Je partagerai avec eux non seulement mon histoire, mais aussi les outils que j'ai découverts pour reconstruire une vie digne après la destruction. Et c'est peut-être là ma plus belle vengeance. Avoir transformé le pire moment de ma vie en un nouveau départ, non seulement pour moi, mais pour tous ceux qui, comme moi, ont un jour cru que la trahison était la fin de leur histoire, alors qu'elle n'en était que le début. Et voilà, chers amis d'histoires à entendre, comment j'ai transformé la trahison la plus douloureuse de ma vie en une force de changement. Qui aurait pu imaginer que la découverte des relations entre mon mari Mathieu, ma mère Sylvie et ma tante Isabelle me conduirait non seulement à orchestrer une vengeance spectaculaire, mais aussi à trouver un nouveau sens à ma vie? Quand j'ai découvert cette triple trahison dans le manoir des roses, cette maison que j'avais achetée avec mes propres économies, j'étais dévastée. Le choc initial a laissé place à une douleur inimaginable, puis à une colère froide et calculatrice qui m'a poussée à planifier chaque détail de ma riposte. Je n'ai pas agi sur un coup de tête. J'ai méthodiquement rassemblé des preuves, construit un réseau de soutien et préparé une confrontation qui changerait à jamais nos vies à tous. La soirée au Château Versant restera gravée dans ma mémoire comme le moment où j'ai repris le contrôle de mon existence. Devant tous nos amis, collègues et connaissances, j'ai exposé leur trahison en diffusant les preuves de leur rencontre secrète et de leur complot pour me voler ma maison. La stupéfaction sur leur visage, l'arrivée de la police pour arrêter Mathieu, la révélation que tout était diffusé en direct à la télévision nationale. Chaque élément avait été planifié avec une précision chirurgicale. Mais ce que je n'avais pas prévu, c'était ce qui viendrait après.
Comment cette vengeance, aussi satisfaisante qu'elle ait pu être sur le moment, ne serait qu'un tremplin vers quelque chose de bien plus significatif. Le vide que j'ai ressenti après l'euphorie initiale m'a poussé à chercher un sens plus profond à cette expérience traumatisante. Les mois qui ont suivi ont été une période de transformation intense. J'ai rénové le manoir des Roses, effaçant les traces physiques de leur présence dans ma vie. J'ai écrit un livre qui est devenu bien plus qu'un simple récit de ma vengeance. Un guide de survie émotionnelle pour tous ceux qui ont vécu la trahison. Et surtout, j'ai créé la Fondation Dignité Retrouvée, un refuge pour ceux qui traversent des épreuves similaires. La rencontre inattendue avec ma tante Isabelle m'a apporté une forme de clôture que je ne savais pas rechercher. Comprendre que la jalousie et l'insécurité de ma propre mère étaient à l'origine de cette machination a été douloureux, mais libérateur. Comme je l'ai appris tout au long de ce parcours, la vérité, aussi laide soit-elle, est toujours préférable au mensonge le plus confortable. Aujourd'hui, quand je regarde en arrière, je ne me vois plus comme une victime, ni même comme une vengeresse. Je me vois comme une survivante qui a refusé de laisser les actions des autres définir sa valeur ou son avenir. Ma véritable victoire n'a pas été d'exposer leur trahison, mais de transcender la douleur qu'ils m'ont causée pour créer quelque chose de beau et de significatif. Cette histoire, ma propre histoire, je la partage avec vous aujourd'hui, non pas pour me vanter de ma vengeance, mais pour vous montrer qu'il est possible de renaître de ses cendres. Que la trahison, aussi dévastatrice soit-elle, peut devenir le catalyseur d'une transformation profonde. Que notre valeur ne dépend pas de ceux qui nous ont blessés, mais de notre capacité à nous relever et à continuer d'avancer avec dignité. Je sais que parmi vous qui m'écoutez, certains traversent peut-être des épreuves similaires. Vous vous sentez peut-être trahi, abandonné, manipulé par ceux en qui vous aviez placé votre confiance. Je veux que vous sachiez que vous n'êtes pas seul, que votre douleur est légitime, mais qu'elle n'est pas votre destinée. Qu'il existe un chemin vers la guérison, même quand tout semble perdu. La vengeance peut sembler être la réponse immédiate à la trahison, et je ne jugerai jamais ceux qui choisissent cette voie, car je l'ai empruntée moi-même. Mais ce que j'ai découvert au-delà de la vengeance a une valeur infiniment plus grande. La capacité de transformer notre souffrance en force, notre colère en passion, notre perte en création. Chaque jour à la Fondation, je rencontre des personnes qui ont touché le fond, comme je l'ai fait ce jour-là en découvrant la vérité sur Mathieu, ma mère et ma tante. Et chaque jour, j'ai le privilège d'être témoin de leur renaissance, de voir la lueur d'espoir revenir dans leurs yeux quand ils comprennent qu'ils peuvent reconstruire leur vie sur des bases plus solides. Cette histoire que je viens de partager avec vous sur Histoires à entendre m'a demandé beaucoup de courage. Revivre ces moments douloureux, exposer mes vulnérabilités, raconter comment j'ai planifié et exécuté ma vengeance, tout cela n'a pas été facile, mais je l'ai fait parce que je crois au pouvoir des témoignages authentiques pour inspirer, guérir et transformer. Si mon histoire vous a touché, si elle a fait écho à votre propre expérience, ou si elle vous a simplement offert un moment de réflexion, j'aimerais vous demander quelque chose en retour. Abonnez-vous à la chaîne Histoires à entendre pour découvrir d'autres récits de courage, de résilience et de transformation. Des histoires vraies, racontées par ceux qui les ont vécues, sans filtre et sans artifice. Laissez un commentaire pour partager votre réaction, votre propre expérience, ou simplement pour me dire ce que vous auriez fait à ma place. Vos commentaires ne sont pas seulement précieux pour moi, ils créent une communauté de soutien pour tous ceux qui nous écoutent et qui se sentent peut-être seuls dans leur propre combat. Et si vous le pouvez, si cette histoire vous a apporté quelque chose, je vous invite à soutenir Histoires à entendre en utilisant la fonction Merci de cette plateforme. Vos contributions aident à couvrir les coûts de production et permettent à cette chaîne de continuer à partager des histoires comme la mienne chaque jour. C'est grâce à votre soutien que des voix comme la mienne peuvent être entendues, que des expériences comme la mienne peuvent toucher ceux qui en ont besoin. La création de contenu authentique et significatif demande du temps, de l'énergie et des ressources. Chaque vidéo que vous voyez sur cette chaîne représente des heures de travail, d'édition, de recherche et de préparation. Votre soutien via la fonction Merci est directement investi dans la production de nouveaux contenus, dans l'amélioration de la qualité des vidéos et dans l'expansion de notre portée pour toucher encore plus de personnes. J'aimerais aussi vous inviter à explorer les autres vidéos de la chaîne.
Vous y découvrirez des histoires tout aussi puissantes, des témoignages tout aussi authentiques, des parcours tout aussi inspirants que le mien, des histoires d'amour et de trahison, de perte et de redécouverte, de chute et de rédemption. Avant de vous quitter, je voudrais vous laisser avec cette pensée. La vie nous blesse tous, d'une façon ou d'une autre. Nous sommes tous, à un moment donné, confrontés à la trahison, à la perte, à la douleur. Ce qui fait la différence, ce n'est pas l'intensité de notre souffrance, mais ce que nous choisissons d'en faire, la façon dont nous transformons nos blessures en sagesse, nos cicatrices en force, nos épreuves en opportunités, comme les roses de mon jardin qui poussent plus belles et plus fortes après avoir été taillées. Nous avons la capacité innée de fleurir même après les plus grandes tempêtes de notre vie. Ma vengeance a été spectaculaire, certes, mais ma véritable victoire a été de refuser de laisser cette trahison définir le reste de ma vie. Je vous remercie de m'avoir écouté, de m'avoir accompagné dans ce récit douloureux, mais finalement libérateur. N'oubliez pas de vous abonner, de laisser votre commentaire et de soutenir cette chaîne qui donne une voix à des histoires comme la mienne. Ensemble, nous créons un espace où la vérité peut être dite, où la guérison peut commencer, où la transformation devient possible. À bientôt sur Histoires à entendre, pour une nouvelle histoire qui, je l'espère, touchera votre cœur et nourrira votre âme comme tant d'autres l'ont fait avant.